Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter quelques résultats de nos travaux que nous avons menés au cours des dernières années sur les isotopies des métaux dans les océans profonds, mais également dans les océans anciens, donc à l'Archéen. Donc je vous parlerai particulièrement aujourd'hui du cycle biogéochimique du fer, à la fois dans les fonds océaniques tapis microbiens, mais également dans la colonne d'eau, au niveau du volcan sous-marin de Loihi. Mais avant de commencer, je voudrais remercier un petit peu mon équipe, l'équipe des métaux, des isotopes des métaux, à la fois à cheval entre l'IFREMER, l'IEM et Woodsol originellement, donc, qui inclut essentiellement des postdocs et étudiants. Et aussi mes collègues à Woodsol, l'Université d'Hawaï et aussi à d'autres endroits. Donc tout d'abord, notre intérêt est effectivement de regarder et d'explorer le potentiel des systèmes isotopiques qu'on appelle non traditionnels, qui sont maintenant donc mesurables par ICP-MS multicollecteur. Vous pouvez voir ici en bleu, donc maintenant c'est un peu une mise à jour actuelle de tous les systèmes isotopiques stables qu'on est capable de mesurer à haute précision et de voir des variations naturelles dans la nature. Et donc on oppose ces systèmes qu'on appelle non traditionnels aux systèmes traditionnels des isotopes légers, carbone, oxygène et autres. Donc nous, dans notre groupe, on se focalise essentiellement sur les métaux de transition, donc du fer, nickel, cuivre, zinc, mais également les métalloïdes, donc certains du groupe 6, comme vous pouvez voir ici, donc germanium, sélénium et voire antimoine. Et donc un petit peu les perspectives, c'est d'ouvrir de nouvelles frontières en géochimie marine. Et en particulier, on a mesuré ces systèmes isotopiques dans des grands nombres d'échantillons hydrothermaux, des grands fonds océaniques, au niveau des dorsales océaniques, donc les cheminées hydrothermales, donc étude qui a été commencée à l'IFREMER et qui s'est poursuivie après ailleurs à Woodsol. Vous pouvez voir par exemple ici une compilation des données que l'on a publiées avec des collègues sur les systèmes isotopiques dans des dépôts de sulfure, des cheminées hydrothermales, et bon, normalisé par rapport à des basaltes qui généralement n'ont pas de variation. Bon, il y a tout un pan de recherche qui regarde les variations à très haute précision des roches volcaniques, mais pour la simplicité de mon talk aujourd'hui, on peut considérer qu'il n'y a pas de variation, et par contre, on peut voir ici très forte variation des systèmes isotopiques en passant par le fer, plus de 2 pour 1000 de variation, cuivre, maintenant on a des données jusqu'à 14 pour 1000, donc on a des variations qui sont finalement supérieures à même des isotopes légers comme le soufre. Même des éléments lourds comme l'antimoine fractionnent également. Donc finalement, ces fractionnements, une fois qu'on les mesure, ils peuvent nous renseigner sur un certain nombre de choses, pas tant que sur les sources, puisque la plupart de ces métaux proviennent d'altération de la croûte océanique, mais plutôt sur les processus. Et donc on peut voir que finalement, ces systèmes isotopiques peuvent nous renseigner sur un certain nombre de processus fondamentaux des systèmes hydrothermo-océaniques, à la fois sur les processus qu'on appelle la zone de réaction, avec la circulation de l'eau de mer à profondeur, jusqu'à 2 km, qui réagit avec le substrat volcanique et qui remonte surchauffé et enrichi en métaux et qui va ultimement précipiter ces sulfures sur le plancher océanique. Un environnement tout à fait important pour les métaux, puisqu'ils sont des éléments qui sont très actifs dans ces systèmes-là, c'est les processus qu'on appelle de subsurface, à la fois des processus de précipitation des sulfures sous le plancher océanique, mais également de remobilisation. Donc là, on a tout affaire à des études qu'on appelle de métallogénèse, de comprendre le devenir de ces métaux, de leur transfert dans la croûte océanique, mais également éventuellement l'interaction avec la biosphère profonde, qui est encore très, très mal connue pour les sources hydrothermales, mais en profondeur. Et évidemment sur les modes de formation des cheminées hydrothermales. Et aujourd'hui, je vous voudrais même sur notre étude qui concerne également le devenir des métaux dans la colonne d'eau à travers l'étude des plumes hydrothermales. Et donc essayer d'intégrer finalement tous ces processus et de pouvoir un petit peu mieux les comprendre en explorant ces systèmes isotopiques. Donc aujourd'hui, on va regarder que le fer, malheureusement, question de temps. Le fer est peut-être l'élément qui est le plus traditionnel des non traditionnels. Je pense que maintenant, on va l'appeler traditionnel parce que beaucoup de laboratoires le font, la plupart des laboratoires qui ont des multicollecteurs, pour des raisons multiples. Je vous parlerai un petit peu de ça après, évidemment. Donc tout d'abord, la notation, alors c'est très classique, mais il faut toujours le rappeler. Donc on utilise les rapports généralement du 56-54, d'autres utilisent le 57-54, mais à la fin on se comprend, et normalisé par rapport à un standard international qui est l'IRMM 14. Il y a encore quelques irréductibles qui utilisent d'autres standards, mais généralement, malheureusement, l'IRMM n'est plus disponible d'ailleurs, mais c'est un autre débat. Donc vous voyez un petit peu les précisions que l'on obtient, qui sont autour, on va dire, de 0,06 pour 1000, sans trop forcer au niveau de l'analyse. On peut faire meilleur si on veut. Et donc finalement, les systèmes isotopiques du fer ont été analysés ou étudiés depuis la fin des années 90, notamment une des premières études menées par l'équipe de Wisconsin, qui ont mesuré les fractionnements isotopiques du fer lors de réactions microbiennes, notamment la réduction qu'on appelle dissimulatoire du fer, donc simplement la réduction d'oxyde de fer
avec un substrat pour les micro-organismes qui vont finalement pouvoir faire de la respiration anaérobique et pouvoir faire la réduction du fer qui est à la forme oxydée, qui sera après à la forme réduite. Donc ça a été une première découverte intéressante, certes. Depuis, de nombreuses études ont également montré que l'oxydation microbienne du fer fractionne, mais pas seulement les processus biologiques, mais également les processus abiotiques. Et on peut voir que finalement l'équilibre isotopique entre le fer 3 et le fer 2 est finalement plus fort que les fractionnements biologiques. Donc à ce niveau-là, très clairement, les isotopes du fer sont très réactifs dans les mécanismes redox, mais en aucun cas peuvent pouvoir vraiment être des biosignatures des systèmes naturels, puisque les fractionnements isotopiques du fer sont également très sensibles à des processus vraiment chimiques. Et donc on peut voir ici que finalement, que ce soit une réduction microbienne du fer, on va avoir des isotopes légers enrichis dans la phase réduite, dans le fer 2 en solution, mais que l'oxydation abiotique du fer va favoriser les isotopes lourds dans le produit qui va être précipité, que donc globalement, les composés réduits sont enrichis en isotopes légers par rapport aux composés oxydés, que ce soit des mécanismes biologiques ou abiotiques. Et donc c'est toute l'ambivalence et tout l'intérêt finalement du isotope du fer, et de pouvoir finalement avoir un contrasteur de ce cycle redox que l'on va avoir là, de suite sur des systèmes hydrothermaux par exemple. Alors évidemment, il faut aussi parler des fractionnements non redox et non biologiques, comme la précipitation de sulfure de fer, qui peuvent également, dans certains cas, produire des fractionnements très forts, ou également des effets d'absorption. Donc tout ça doit être intégré quand on analyse finalement des échantillons géologiques. Et un autre point important, et ça pour les isotopistes c'est assez classique, mais c'est ce qu'on appelle la notion de réservoir. Il faut bien voir que le fer est un élément très réactif et qu'on a la capacité dans un système naturel de séparer les espèces du fer très facilement. Le fer, par exemple, oxydé étant instable à des pH neutres en milieu aqueux, le fer 2, lui, étant très stable dans des environnements anoxiques. Et donc on va avoir dans un système qu'on peut vraiment caractériser très schématique ici, on va avoir originellement, on appelle un réservoir, un pool de fer 2, qui va s'oxyder au cours du temps, au cours d'une réaction d'oxydation, tout ce qu'il y a de plus classique, qui peut être biologique ou chimique, peu importe, et que donc dans notre système, on va avoir une accumulation de fer 3 solide qui va précipiter à pH neutre. Et donc dans un système comme ça, qu'on appelle finalement ouvert, puisqu'on a une phase qui part du système, on peut avoir des effets isotopiques beaucoup plus amplifiés, souvent de termes Rayleigh par exemple. On va avoir le fer 2 en solution qui va rester, donc après cette oxydation, qui va devenir de plus en plus léger, avec des valeurs qui peuvent être relativement extrêmes et plus fortes que des fractionnements simplement à l'équilibre. Et on peut voir qu'on a le fer 3 qui va s'accumuler, qui va être à l'origine positif, puisque l'isotope léger va être accumulé dans la phase oxydée, et qui va, après 100% de précipitation, atteindre la valeur isotopique de la source. Voilà. Donc ça, il faut garder ça en tête, puisque on va avoir des espèces qui vont avoir des comportements très différents, et que les effets de réservoir sont tout à fait majeurs pour l'isotopie du fer. Voilà, donc quelques résumés. Je ne vais pas vendre les choses de la keynote de demain matin ou demain après-midi de François, mais vous pouvez voir ici que globalement, les isotopes du fer dans la croûte océanique, éventuellement dans l'apport du fer continental dans les océans, ont des variations relativement faibles, avec des valeurs autour de 0,1 pour 1000, plus ou moins. Le source du fer des rivières a des variations importantes. On a d'ailleurs des valeurs positives, ou dans certains cas des valeurs négatives, mais globalement réduit autour de 0 pour 1000, on va dire. En revanche, les sources qu'on appelle benthiques, diagénétiques, ont tendance à avoir des valeurs extrêmement négatives. Ce n'est pas la règle, mais globalement, on observe des valeurs qui peuvent aller jusqu'à moins 5 pour 1000 pour du fer qui va être issu soit des eaux souterraines ou de la remobilisation d'eau interstitielle dans les sédiments marins du plateau continental, par exemple. Et donc, nous, on va se regarder sur les océans profonds et de voir un petit peu quelle est la signature isotopique du fer, à la fois dans le fluide hydrothermal de haute température, dans les phases qui précipitent et éventuellement dans ce devenir dans l'eau de mer. Alors pourquoi il faut s'intéresser au devenir du fer dans l'eau de mer, d'origine hydrothermale? Première chose, c'est qu'on sait que les systèmes hydrothermaux sont distribués presque de manière continue sur les 60 000 km de dorsale océanique, donc ils forment ici cette ceinture importante, en particulier dans le Pacifique. Et deuxième point, c'est qu'en fait, il a été identifié relativement récemment que le fer pouvait être stabilisé dans le panache hydrothermal. Donc il faut revoir ici le flux hydrothermal qui est émis dans l'eau de mer, et ce fer est très réactif, va précipiter soit sous la forme de sulfure, d'une manière relativement proximale par rapport à la source, ou sous forme d'oxyde un peu plus distale. Voilà. Et en fait, une petite partie de ce fer peut être stabilisée et éventuellement contribuer à un apport du fer global océanique. Ça reste encore une question ouverte, mais il faut avant tout bien comprendre les mécanismes à la fois de transfert et de fractionnement isotopique du fer dans ces environnements hydrothermaux qui sont très réactifs.
Et cette compréhension de ce cycle global, de ces réactivités du fer, va directement nous renseigner sur le devenir du fer dans les océans anciens, puisque sur la plus grande partie de l'histoire de la Terre, les océans étaient anoxiques et très riches en fer. Donc d'avoir une étude sur des environnements modernes nous permettent d'avoir quelques hypothèses et contraintes sur ce qui a pu se passer sur presque plus de 2 milliards d'années de l'histoire des océans anciens, avant l'augmentation par exemple de l'oxygène dans l'atmosphère. Donc on revient à notre volcan sous-marin de Loihi, qui est situé donc au sud de l'île de Big Island, de l'archipel d'Hawaï. Donc c'est un volcan sous-marin qui culmine à 1000 mètres de profondeur et la base est à 5000 mètres. Donc c'est un beau volcan sous-marin. Donc pourquoi s'intéresser finalement à un volcan? C'est qu'en fait c'est un système qui est très intéressant, qui est presque un analogue ou un cas d'étude type, puisque c'est un système où les fluides hydrothermaux sont très riches en fer, mais pauvres en H2S. Donc c'est complètement différent des systèmes hydrothermaux des dorsales médio-océaniques, et plutôt proche de ce qu'on peut espérer avoir dans la Terre ancienne, par exemple, avec très peu de sulfate dans l'eau de mer. Donc, fluide hydrothermal très riche en fer, dominé par la chimie du fer, ce qui veut dire qu'on n'aura pas de précipitation de sulfure. Donc le système est un petit peu simplifié. Deuxième point, c'est que le sommet du volcan intercepte le minimum d'oxygène du Pacifique. On sait très bien que l'oxygène du Pacifique, du profil en oxygène dans la colonne d'eau du Pacifique, a un minima autour de 800 mètres. Et donc, le sommet à 1000 mètres de profondeur est presque au niveau de ce minimum d'oxygène. Donc, le fer va être stabilisé. Voilà. Et ensuite, on a l'évidence, avec des collègues microbiologistes, on peut voir en arrière-plan, qu'on a des tapis microbiens très importants qui en fait donc, sont formés par l'oxydation microbienne du fer issu du fluide hydrothermal. Donc c'est des micro-organismes qui font leur métabolisme en oxydant le fer. Quatrième point, c'est qu'on a découvert dans nos études qu'on a un site hydrothermal le plus profond presque jamais identifié, à 5000 mètres, à 4999 exactement, qui pourrait être en fait une source de fer pour l'instant peu reconnue, mais qui pourrait être importante pour les grands fonds océaniques. Et en fait, donc tout ça réuni montrerait que ces dépôts peuvent être des analogues intéressants des dépôts d'ocre, par exemple, qu'on retrouve dans les ophiolites, et pourquoi pas de formations ferrifères qu'on retrouve associées au VMS au Précambrien. Donc quelques photos prises par le ROV Jason, qui est de Woodsole. Vous pouvez voir ici l'échantillonnage d'un fluide hydrothermal avec les bouteilles en titane. On a ici un fluide hydrothermal qui est autour de 50 degrés, donc avec cette eau un petit peu miroitée là qu'on voit ici, et autour de cet évent, de cette fracture, enfin de cette source de fluide, on a la précipitation de tapis microbiens très abondant, très massif, très riche finalement, très vivant. C'est très riche en micro-organismes, mais c'est aussi très riche en minéral. C'est des oxydes de fer essentiellement. Et donc on a ce qu'on appelle un tapis microbiens, qui sont presque des dépôts métallifères à ce niveau-là, qu'on appelle tièdes, puisque le fluide hydrothermal n'est pas très chaud, et qu'on le retrouve essentiellement au sommet. Maintenant, si on regarde un petit peu sur le flanc du volcan, on a des dépôts hydrothermaux qu'on appelle morts, puisqu'on n'a plus d'activité microbienne, et qui sont un petit peu moins spectaculaires, et qui ont tendance à remplir des cavités autour des pilolavas, mais qui sont également composés d'oxyde de fer. Et on a la découverte des tapis microbiens très profonds, là, à 5 mm de profondeur, qui sont recouverts d'une toute petite couche d'oxyde de manganèse, qui en fait cache cette couleur très ocre qui est en dessous. Donc si on gratte un petit peu les oxydes de manganèse, voici ce qu'on trouve, des tapis microbiens très intenses, très abondants, plus d'un mètre de profondeur, également composés d'oxyde de fer. Donc maintenant on passe au système isotopique. Donc, voici les résultats. Vous pouvez voir ici en orange et en rouge les compositions isotopiques en delta 56 fer, à la fois des particules d'oxyde de fer qui sont émises tout autour des évents, mais également des dépôts hydrothermaux, des tapis microbiens eux-mêmes, donc ici. Et on peut voir que systématiquement ces dépôts sont enrichis en isotopes lourds par rapport à la source du fer ici, qui est proche de celle des basaltes. Donc ça rejoint ce que je vous avais dit au départ. Les phases oxydées sont enrichies en isotopes lourds par rapport à la source du fer réduit, avec un facteur de fractionnement ici entre le fer oxydé et le fer réduit, donc dans le fluide hydrothermal, qui est autour de 1,4 pour 1000, certes légèrement inférieur à ce qu'on a fait en expérience d'oxydation du fer en eau de mer stérile. De là à dire que c'est des signatures microbiennes, je n'irai pas jusque-là, mais clairement, on peut avoir des mécanismes d'oxydation qui vont induire différents facteurs de fractionnement. Mais globalement, on a cet enrichissement très marqué en isotopes lourds par rapport à la source du fer. Donc, on devrait, ça, c'est dans les systèmes actifs, avec des fluides de 50 degrés environ. Donc maintenant, on peut se poser la question, c'est qu'on aura la même chose sur finalement les dépôts inactifs qui sont fossilisés. Donc on devrait garder les mêmes valeurs isotopiques, c'est ce qu'on devrait attendre, il n'y a pas de reminéralisation qui est faite. Or, on trouve des choses complètement inverses. Donc ça veut dire qu'on a une dichotomie entre des dépôts actifs et des dépôts inactifs ou froids.
Alors la question, c'est qu'effectivement, ce n'est pas une question de source, c'est la même source du fer. Les mécanismes, c'est pratiquement les mêmes, on a les micro-organismes associés. La minéralogie est la même, c'est des ferrhydrites. Donc il s'agit à ce moment-là de regarder qu'est-ce qui peut expliquer ces différences. Donc si on revient à la petite courbe que je vous avais parlé des effets de réservoir, ici on a directement la fraction du fer qui est oxydée, donc de 0% oxydation à 100% oxydation, et la valeur isotopique du fer, à la fois des oxydes de fer, des tapis microbiens, et du fluide associé, qui est émis sur le plancher océanique. Le fluide est ici, les tapis microbiens sont autour de 1,5 à 1 pour 1000, donc dans les sites actifs, et donc ça veut dire qu'on a environ 30% du fer qui est oxydé sur le plancher océanique. Curieusement, c'est ce qu'on a dans les expériences microbiennes. On a à peu près 30% d'oxydation du fer, puisque les micro-organismes sont dans des environnements avec des gradients d'oxygène bien particuliers. Et donc globalement, on a 30% du fer précipité autour du fluide et le reste est perdu d'une manière plus distale. Donc là, clairement, les stocks du fer sont un proxy pour le taux d'oxydation du fer qui ne serait pas mesurable autrement. Alors maintenant, si on regarde les dépôts inactifs, on a notre courbe de système, où là on a un système qui va être ouvert, on va avoir une précipitation d'oxyde de fer sous le plancher océanique, et donc on va avoir un flux hydrothermal qui va devenir de plus en plus négatif. Voilà. Donc c'est en fait un fractionnement associé à ça, s'il y a une oxydation totale, le tapis microbien vont être avec la même valeur isotopique que le flux hydrothermal. Donc encore une fois, ici on va avoir un flux hydrothermal qui va percoler sous le plancher océanique, qui va être très froid parce qu'il a été mélangé avec de l'eau de mer. Lors de ce mélange en subsurface, on va perdre beaucoup de fer, et donc finalement on va avoir qu'une petite résiduelle du fer qui va atteindre le plancher océanique. Donc on démarre ici à 0 pour 1000, et on va devenir de plus en plus négatif, qui explique nos tapis microbiens qui sont que négatifs. Donc là, clairement, les stocks du fer sont un proxy pour la quantité du fer sous le plancher océanique. On n'a pas accès à des forages, même si on y avait, on ne conserverait pas. Donc c'est vraiment un proxy intéressant, même en exploration, pour savoir la quantité de fer qui est piégée sous le plancher océanique. D'un point de vue imagé, on pourrait dire que là, on regarde le sommet de l'iceberg et que la plupart du fer est sous le plancher océanique. Donc ça explique pourquoi on a des différences entre les sites actifs qui sont finalement tout jeunes, tout en train de se former, et les sites profonds ou inactifs qui ont une grande vie et donc qui ont en fait perdu beaucoup de fer sous le plancher océanique. Et donc ça correspond très bien à ce qu'on pourrait imaginer dans le cadre des conditions redox locales. Déjà, le fait qu'on enrichit en manganèse dans les dépôts inactifs qui ont des valeurs très négatives, alors que le manganèse est quasi inexistant dans les dépôts actifs qui ont des valeurs très positives. On voit ici ce trend, c'est en échelle log, on ne parle pas vraiment de corrélation, mais on voit clairement qu'on a ici des conditions redox plus élevées, puisque le manganèse commence à s'oxyder. Pour oxyder le manganèse, il faut des conditions redox beaucoup plus élevées que pour oxyder le fer, c'est bien connu en chimie marine. Et en fait, si on regarde la profondeur de ces dépôts, les dépôts plus oxydés sont 5 mm de profondeur avec un oxygène qui est 3 fois plus fort que la concentration d'oxygène dans l'eau de mer environnante des sites actifs qui ont des valeurs beaucoup plus élevées. Donc encore une fois, on est capable de faire un lien entre l'effet un peu plus global, et ça nous parle directement sur l'implication des stocks du fer dans les environnements anciens, où on n'a plus accès à l'oxygène de l'eau de mer, mais on a les signatures isotopiques des dépôts métallifères océaniques. Donc avant de poursuivre, je voudrais aussi parler du panache hydrothermal. Donc on a vu ce qui se passait au fond, voire en subsurface. Maintenant, on peut regarder ce qui se passe dans la colonne d'eau directement. Donc ici, c'est le volcan encore de l'Oihi. On a un profil ici d'anomalie dans la colonne d'eau. C'est les particules en suspension qui sont en fait dispersées, ce qu'on appelle le panache hydrothermal, qui sont dispersées avec une direction sud-ouest. Là, où on a des anomalies qu'on peut tracer à 4 km, avec des profils qu'on a réalisés. Et donc on a mesuré les stocks du fer et la concentration évidemment du fer dissous total particulière. Et donc on peut commencer à jouer sur des bilans de masse et de regarder les mécanismes associés. Donc voici le profil en profondeur en mètres, donc dans la colonne d'eau. Donc encore une fois, le sommet de l'Oihi est autour de 1200 mètres. Et donc là, on est dans le cratère. Les points rouges sont dans le cratère. Il s'appelle Pelée Spit. On a d'autres cratères au nom très élégants, Pit of Death et d'autres. Et donc on a ici des anomalies en fer très élevées, 600 nanomoles du fer dans la colonne d'eau, c'est très fort. En fer total également, donc le fer particulier ici. On voit d'ailleurs que le fer particulier est beaucoup plus faible que le fer total, ce qui veut dire que le fer dissous est l'espèce dominante du fer en solution, dans la colonne d'eau. Et on a ici l'isotopie du fer, et là on voit clairement qu'on a des valeurs jusqu'à 2,4 pour 1000, encore beaucoup plus élevées que les tapis microbiens, avec des valeurs très élevées pour le fer particulier. Et le fer particulier est évidemment les hydroxydes de fer.
Le fer total, lui, ne bouge pas ou a tendance à avoir des valeurs légèrement négatives par rapport au flux hydrothermal de plus haute température. Mais globalement, on voit des fractionnements extrêmement importants dans la colonne d'eau, alors que de fractionnements, on ne les voit pas dans l'eau de mer, on va dire background, hein, qui est ouverte au-dessus du panache. Hein, on a des choses qui sont plus de l'océan ouvert. Et donc, si on compare directement les isotopies du fer, du particulaire et du dissous, on peut commencer à regarder les facteurs de fractionnement associés. Et on a ici, donc en notation alpha, hein, pour les isotopistes, c'est connu, mais globalement, ici, on a des facteurs de fractionnement à 2 pour 1000 entre le fer particulier, donc le fer oxydé, et le fer dissous, qui serait le fer réduit. Et donc, on a des valeurs de 2 pour 1000 qui sont exactement ce qu'on attend ou ce qui ont été déterminés dans les expériences de précipitation de ferrite. Hein. Donc, j'ai pris les dernières données disponibles en littérature, mais globalement, c'est des choses extrêmement compatibles avec des valeurs jusqu'à 2,6 pour 1000 qui se rapprochent de l'équilibre isotopique, qui sont plus exprimées dans la colonne d'eau, alors que dans les tapis microbiens, on a tendance à être plus proche des valeurs les plus basses, finalement, des facteurs de fractionnement. Probablement, on a affaire à des effets cinétiques lors de l'oxydation qui sont différents. Donc, et ça, si on est d'accord, ma courbe a été shiftée, c'est pas grave, mais on a ici, globalement, avec un facteur de dilution qui est normalisé au manganèse, qui est conservatif lors du mélange de la plume hydrothermale. On commence un flux hydrothermal qui est ici à 0 pour 1000. Là, on rentre dans le panache, et plus on s'éloigne de la source, et plus les valeurs deviennent de plus en plus négatives. D'accord ? Donc, même si une source hydrothermale est à 0 pour 1000, le fer hydrothermal, qui va avoir un impact dans la colonne d'eau, peut être extrêmement négatif, puisqu'on va perdre des isotopes du fer dans les particules au cours du transfert de la plume hydrothermale. Donc si on résume, on revient à notre hypothèse de la perte du fer hydrothermal. Simplement, un petit calcul simple, si 1% du fer global océanique hydrothermal est préservé, donc incorporé dans le cycle océanique, on peut pratiquement dominer dans certains cas le fer dissous océanique et forcément sa composition isotopique. Donc ça, c'est intéressant. Le problème à ce niveau-là, c'est que le fer hydrothermal n'est pas unique. Déjà, on a des variations isotopiques en fonction des sites hydrothermaux, mais encore plus important, on a des fractionnements dans le panache hydrothermal. Donc le mécanisme de mélange est fondamental pour comprendre la composition isotopique du fer hydrothermal. On a vu que dans le volcan sous-marin à Loihi, qui est riche en fer, on a des valeurs qui sont beaucoup plus négatives que ce qu'on pourrait imaginer. Et si on a des particules hydrothermales qui sont riches en sulfure de fer, on a des données, je ne les ai pas montrées, mais on a l'inverse. Ça veut dire qu'on a des valeurs isotopiques du fer hydrothermal qui vont être beaucoup plus positives que la source originelle. Voilà. Et ça, finalement, on peut le retourner à notre avantage en se disant, finalement, les isotopes du fer sont un très bon traceur pour évaluer les sources plus ou moins globales océaniques entre la haute température et la basse température. Quelque chose qu'on a essayé de découvrir depuis plusieurs années. Donc, pour résumer, un petit schéma avec plein de données, on a ici un bilan, hein, c'est un Caltech plot, hein, c'est les isotopes du fer avec rien à côté. Là. On a les isotopes du fer dans notre tapis microbien à Loihi, avec 4 pour 1000 de variation globale, hein, sur les mêmes types d'objets, hein, qui sont des oxydes de fer, donc extrêmement forts comme variation. Hein. On a analysé plus de 200 échantillons d'encroûtement hydrogénétique de fer manganèse, où on a des variations. Il y en a, mais elles sont extrêmement faibles, on va dire. Donc, comparé à ça, on a très très peu de variations. Donc, un environnement, on va dire, avec des gradients redox très forts, ont des variations très fortes. Un environnement qui est complètement oxydé, puisque c'est de l'eau de mer ouverte, ont des variations extrêmement faibles. On peut regarder les dépôts de la mer Rouge. On voit finalement, c'est un dépôt donc, c'est un bassin qui est anoxique et riche en fer. C'est le seul analogue moderne à l'heure actuelle. On a des variations très fortes. Si on regarde dans le passé, au précambrien, au protérozoïque, on a des variations très fortes dans les formations ferrifères, également dans les dépôts riches en manganèse, qui montreraient que déjà le cycle redox global océanique est important, voire même à l'archéen. On a des variations d'isotopes du fer dans les dépôts d'oxyde de fer, ou anciennement oxyde de fer dans les bifs, qui ont des variations de l'ordre de 4 pour 1000, qui sont les variations que l'on observe dans nos tapis microbiens. Donc d'un point de vue très, très spéculatif, mais provocateur exprès, c'est qu'en fait ce qu'on a à l'échelle d'un tapis microbien à la Terre actuelle, c'est ce qu'on avait à l'échelle du bassin entier dans la Terre ancienne. C'est-à-dire des gradients redox qui vont inclure des cycles oxydatifs du fer et des effets de réservoir. Voilà. Donc, quelques mots pour terminer. Donc, on a vu que les isotopes du fer sont des outils intéressants pour faire des bilans de masse isotopique. C'est vraiment ça le mot-clé. Tracer éventuellement les mécanismes, mais pas forcément les mécanismes microbiens. Pour les isotopes du fer, dans les dépôts anciens, clairement, on a l'importance de la dynamique de redox du système à prendre en compte, et que finalement, des effets de réservoir à l'échelle du bassin peuvent expliquer des valeurs à la fois positives et négatives du fer dans les formations ferrifères, et que donc finalement, l'hypothèse initiale qui était de pouvoir tracer le fer microbien après l'isotope du fer devrait vraiment être pris avec des grandes vigilances. Voilà, je vous remercie de votre attention.